Golfe d'Oman, extrême est de la péninsule arabique, 4 heures du matin. Dans mon rêve, je vois des formes se dessiner dans la nuit. Je m'assois et j'attends patiemment que les pierres prennent vie. Dans mon rêve, ces silhouettes mystérieuses brassent le sable, lentement. Cette tortue quitte une nouvelle fois la plage où elle est née. Elle y reviendra dans 3 ou 4 ans, reproduire le même rituel depuis la nuit des temps. En attendant, cette voyageuse aura sillonné les mers à en faire pâlir les grands navigateurs, qu'ils soient d'Oman ou d'ailleurs. La lenteur et la détermination de cette créature venue des profondeurs du temps m'invitent au respect. Et je remercie le vent et la mer d'avoir apporté dans mon rêve ce cadeau pour ouvrir mon séjour sur les terres d'Oman. Alors que je pensais m'être endormi, bercé par les vagues de la mer d'Arabie, c'est le doux clapotis d'un cours d'eau qui me réveille, en plein désert d'Oman. Mon voyage s'ouvre sur un monde minéral, à des jours de marche des côtes. Mais je n'ai plus qu'une idée en tête. Rejoindre la mer, vue dans mon rêve. Sous mes pas se trouve la richesse actuelle du pays. Pas celle qui faisait voyager les princes d'antan et nourrissait les contes merveilleux, mais l'or moderne, l'or du désert, l'or noir. Mon périple, à travers la majesté de ces paysages, me fait passer par quelques villages abandonnés des hommes, où le simple détournement d'un cours d'eau aura suffi à déplacer toute la population un peu plus en aval. Parfois, de minuscules villages de quelques dizaines d'habitants surgissent mystérieusement entre les pierres. Là où l'homme ordinaire ne verrait qu'hostilité et désolation, les habitants du désert d'Oman ont su trouver les clés pour y vivre.
Les mythiques routes du désert, celles des caravanes commerçantes, portent le souvenir des bédouins et des bandits, des mythes et des légendes, des couchers de soleil et des mille et une nuits. Les anciennes cités comme Sinao ou Ibra semblent avoir toujours existé et sont aujourd'hui encore d'une étonnante vivacité. Ici, tout contraste avec le désert que je viens de traverser. L'agitation succède au calme, le brouhaha au silence, l'abondance à la rareté. Enivré par ce qui soudain m'entoure, je suis un peu comme devant les pièces d'un puzzle éparpillé sur une table. Je sais qu'il en sortira quelque chose, mais pour l'heure, il ne règne encore que du désordre. Je m'imprègne autant que je peux de ce peuple. Je capte les sons, les odeurs, les visages fiers et les mains qui racontent leur histoire. Le marché d'Ibra, réservé aux femmes, retient ma curiosité. Je suis encore plus intrigué par ce marché aux poissons. Captivé par l'activité et la variété des espèces présentes sur ces étals, j'en oublie presque l'incongruité de la présence d'autant de poissons frais en plein désert, à quelques 250 km de la mer. Alors, il m'apparaît évident que si la mer pénètre aussi profondément dans les terres d'Oman, c'est qu'elle y joue certainement un rôle fondamental dans la vie et l'histoire de ce pays. Je décide donc de poursuivre mon périple en direction des côtes. Pour rejoindre la mer, il me faut encore traverser cet océan de dunes rouges et miel s'étendant à perte de vue. Le voyageur que je suis est toujours partagé entre ma volonté de fuir la civilisation et mon instinct grégaire, qui me pousse à me lier continuellement à mes congénères. En voyant ces bêtes en liberté, je me réjouis d'avance, car elles trahissent une présence toute proche. Les gens vivent ici depuis de nombreuses générations. Ils vivent de l'élevage et du lait de leurs chèvres. Certains vendent des dattes aussi, mais il n'y a pas vraiment d'autre travail. Mais c'est leur vie et leur place est ici, depuis longtemps. Chez les Bédouins, les enfants savent monter les dromadaires et les conduire dès l'âge de 5 ans, vous savez. يعرف يسوق يعرف كل شيء طريقه فطريقه يعني مثلا اللي ابو الصناعه هذه مره يتعلموا 5 سنوات قليل ما يبان اول في الزمن الاولي ما يبان قمار. Avant, on vendait que très rarement les bêtes. On les gardait pour les monter et transporter des choses sur leur dos, pour leur lait ou leur viande. Mais maintenant, les choses ont changé. Et je vois que les gens vendent leurs dromadaires au marché. Mais nous, non, jamais. Vous voyez, avant, les Bédouins n'allaient pas au bord de la mer. Mais depuis peu, certains vont y travailler. Ce sont toujours des Bédouins, mais ils pêchent aussi. Ils sont bergers et pêcheurs. Ils font les deux.
J'aime pas la ville. Quand vous naissez bédouin, votre vie, c'est le désert. Ceux qui naissent en ville ne supportent pas la vie bédouine. Mais pour nous, c'est la vie qu'on préfère. Derrière le pragmatisme de cet habitant des dunes, le mystère de l'harmonie entre les nomades et la nature reste entier. Les Bédouins sont liés au vent, au ciel étoilé et à la terre qui les porte. Ils entretiennent avec ces éléments un équilibre qui défie le temps et la vie moderne. La notion de frontière, si chère à nos esprits, n'existe pas dans le leur. Ils ont intégré dans leur quotidien la liberté qui fait défaut aux hommes pressés. Et même si les Bédouins se déplacent moins qu'avant, ils sont toujours prêts, dans leur tête, à lever le camp. Le sable du désert m'a enfin porté jusqu'à la mer d'Arabie. Et je rencontre mes premiers bédouins pêcheurs, clairsemés le long de la côte. J'ai commencé lorsque j'étais enfant, dans les années 70. Je crois que j'ai pratiqué toutes les formes de pêche qui existent. J'ai appris le métier par les anciens et les voisins du village. Nous vivons dans une petite communauté et j'ai commencé en les aidant. À l'époque, on utilisait de petites embarcations avant de passer aux bateaux à moteur. Avec des petites embarcations comme celle-ci, on laisse les filets en mer et on va vérifier plusieurs fois par jour s'il y a du poisson. Par contre, quand on pêche avec de plus grands bateaux, c'est différent. On jette les filets le matin et on les récupère le soir, ou on peut faire l'inverse. Nous vivons ici depuis toujours, plus ou moins dans le même secteur. Avant, les maisons étaient faites de bois et étaient mobiles. On les déplaçait le long de la plage. Je me souviens qu'on laissait sécher le poisson au soleil pendant 2 ou 3 jours avant d'aller le vendre sur les marchés. Dans ce temps-là, il n'y avait même pas de voiture. On faisait tout à dos d'animaux. Me voilà arrivé à Sour, une ville côtière au nord-est du sultanat d'Oman, à presque 3 heures de route de la capitale, Mascate. Depuis toujours, Sour a davantage regardé l'écume de la mer que les dunes du désert. Car en face de ses côtes, de l'autre côté de l'horizon, il y a l'Inde. Suffisamment lointaine pour faire rêver, mais assez proche pour permettre à des générations de navigateurs, d'un côté comme de l'autre, de tisser des liens étroits entre les populations des 2 pays. Les chevaux, l'encens, les épices et bien d'autres denrées prisées à travers les âges ont fait d'Oman la plaque tournante du commerce régional depuis plus de 2000 ans. Des liens rendus possibles grâce à d'étranges embarcations en bois qu'on nomme boutres et qui ont fait la renommée et la prospérité de la ville. Construit en bois, et encore de manière traditionnelle,
Le boutre est le terme générique donné à ces embarcations arabes qui jadis étaient équipées d'un mât et d'une voile triangulaire. Ils cabotent et sillonnent la mer entre la péninsule arabique et l'Inde depuis si longtemps qu'il a équipé tour à tour les fameux pêcheurs de perles omanais, la marine marchande remplie d'encens et d'étoffes, les inévitables pirates du Golfe et maintenant les flottes de plaisance pour touristes et riches propriétaires. Cette fois-ci, la mer d'Arabie est bien réelle. Et c'est bercé par ses flots que j'achève cette journée. Sour est une ville ancienne, au passé maritime glorieux, et il reste un port actif. Pourtant, à me promener dans ces ruelles, je ne retrouve pas le faste d'antan. Pas de vieille ville à l'héritage architectural, ni à proprement parler de centre-ville. Seulement de modestes rues, bordées de maisons modernes. Comme si cette ville n'avait pas voulu garder les traces de son passé. Je ne retrouve aucun des habituels repères sur lesquels je m'appuie lorsque je découvre une ville historique. Je me laisse donc porter dans le méandre des rues, sans quête particulière. Et c'est ainsi que je finis par rentrer dans une école étrangement calme à cette heure de la journée. Ici, l'enseignement est le même qu'on soit un garçon ou une fille. Les garçons et les filles étudient dans des écoles séparées, mais durant les examens, ils se réunissent dans un même établissement, mais restent chacun de leur côté. L'argent du pétrole et la volonté du sultan ont fait de l'éducation une priorité. Ces étudiants sont en train de passer l'équivalent du bac. Et cette période d'examen est visiblement prise très au sérieux dans cette école, comme dans tout le sultanat. Je reprends ma visite et je constate que la volonté du sultan est ici si grande qu'il parvient à imposer un visage aux villes. Si l'urbanisme omanais donne un tel sentiment d'homogénéité, c'est que l'architecture des maisons s'inspire toute, peu ou prou, du modèle de l'enceinte fortifiée. Les forts sont d'ailleurs très valorisés dans le pays, et une récente campagne de restauration les inscrit étrangement dans le présent. Les volumes simples de ces édifices, avec leurs tours, leurs murs d'enceinte et leurs créneaux caractéristiques, se lisent partout sur les maisons de la ville. Sur le fort flotte le drapeau national. Je retrouve les emblèmes d'Oman, le khanjar, le poignard traditionnel, et 2 épées croisées. Pourquoi de tels objets trônent-ils sur cet étendard? Et où sont-ils fabriqués?
Je suis né ici. Et je me souviens que mon père m'emmenait dans l'atelier quand j'étais encore bébé. Et puis je l'ai observé travailler. Aujourd'hui, il est malade. Alors j'ai pris sa relève et c'est moi qui tiens l'atelier maintenant. Chaque poignard sortant de cet atelier est unique, car réalisé sur mesure en respectant les motifs décoratifs exigés de leurs futurs propriétaires. Ce type de poignard est connecté à la culture arabe depuis très longtemps. À une époque, tous les Arabes portaient un poignard, mais leur forme était différente. Par exemple, le poignard yéménite est grand et droit, alors qu'ailleurs il sera courbé. Tout dépend de là où il est fabriqué. En Arabie Saoudite, ils ont un grand poignard très courbé. En Syrie, c'est encore différent. La forme dépend vraiment du pays. Le poignard romanais, lui, est très connu pour sa forme. J'admire ce véritable travail d'orfèvre entièrement réalisé en argent. Entre broderie et joaillerie, ses mains réalisent devant moi un objet d'une grande valeur. La canne, qu'on appelle El Bakour, est un complément du poignard. C'est un accessoire que l'on porte pour être distingué, mais dans des occasions moins solennelles que lorsque l'on porte le poignard. Tout comme le khanjar, les Omanais portent cette canne en guise d'attribut d'élégance et de respect. Un peu à la manière dont les Occidentaux portent la cravate. Je revois clairement le bédouin rencontré dans le désert, se servant de sa canne pour prolonger sa pensée. Les personnes âgées s'en servent aussi pour marcher. Par exemple, lorsqu'on assiste à des obsèques, on ne porte pas de poignard, mais uniquement la canne. Évidemment, chaque Omanais aimerait posséder son propre poignard, au lieu de devoir l'emprunter ou le louer. Mais tout le monde ne peut pas s'en offrir un. Vous savez, c'est un objet de valeur qu'on aime léguer à nos enfants. Nos sociétés occidentales, si attachées au matérialisme, perdent paradoxalement la symbolique des objets. Ici, quand on lègue un poignard, c'est une partie de l'identité de la patrie que l'on transmet. Je comprends maintenant sa présence sur le drapeau. Et il me revient à la mémoire les images du marché de Sinao, au début de mon voyage. Je revois ces hommes portant leur poignard à la ceinture et leur canne à la main.
Je continue mon exploration des rues et tombe sur un endroit particulièrement animé où quelques chaises et une table suffisent à créer une ambiance de tripot. Dans les pays islamiques, et a fortiori dans la culture arabe, les hommes et les femmes ont des statuts clairement définis, principalement en ce qui concerne la sphère publique. Les écoles, par exemple, sont dans un premier temps mixtes. Puis vers l'âge de 8 ans, les garçons et les filles sont séparés dans des établissements différents. Si dans les rues on croise plus facilement des hommes, les femmes, plus discrètes, sont néanmoins omniprésentes en société. Certains lieux, comme l'étonnant marché d'Ibra que j'ai traversé lorsque j'étais dans le désert, leur sont même réservés. Je me souviens de l'ambiance animée, de ces étals remplis de mille étoffes et autres accessoires pour maquiller les yeux ou les mains. Je me souviens aussi que les hommes étaient invités à se tenir en dehors du périmètre où les femmes peuvent palabrer et commercer entre elles. La bienveillance, le respect et une curiosité sincère suffisent généralement à faire tomber les appréhensions et permettent d'ouvrir les portes de bien des sanctuaires. C'est donc avec plaisir que certaines femmes dévoilent un peu de leur moment d'intimité et m'invitent à découvrir l'art de la broderie à 4 mains. Personnellement, j'ai commencé à tisser vers l'âge de 15 ou 20 ans. Je l'ai appris des anciennes, de ma mère, de mes tantes. Pour réaliser une robe complète, on met de 5 à 10 jours. Mais on peut arriver à la faire en 3 jours si on ne fait que ça. Je suis impressionné par le naturel et la simplicité avec lesquels elle travaille. Un suri exécuté avec autant de minutie et d'exigence est assurément digne des plus grandes maisons de haute couture. À l'origine, ces robes provenaient du Koweït. D'ailleurs, on l'appelait la tenue koweïtienne. Alors que maintenant, on la fabrique à Sour. Mais le tissu, lui, provient toujours du Koweït. Les motifs brodés sont originaires de Sour. Mais ensuite, les Indiens qui travaillent dans la confection ont commencé à les copier et à faire des robes entièrement à la machine. Mais à l'origine, c'est un produit artisanal traditionnel, fait à la main par les femmes d'ici. Les femmes s'invitent mutuellement et se retrouvent souvent en petits comités pour partager des tâches domestiques. Je laisse ces brodeuses terminer leurs robes et je retrouve dans une pièce adjacente d'autres femmes se préparant pour un mariage. On pratique le henné à différentes occasions. En général, à des mariages ou quand on se rend à des fêtes. Les dessins n'ont pas de signification particulière, tout dépend de la femme qui les pratique. Parfois, pour une mariée, par exemple, les dessins peuvent monter jusque sur le haut du bras, alors que pour les filles plus jeunes, c'est sur le haut de la main. C'est un peu comme on veut en fait. Vous savez, ici, les filles apprennent très tôt à pratiquer le dessin au henné, car ça fait partie de notre culture. Mais elles doivent aussi porter la tenue traditionnelle, le sori. Les filles doivent savoir tout ça, c'est indispensable.
Le henné séchera doucement à l'air et tombera de lui-même en quelques minutes, laissant sur la peau de délicates arabesques brun orangé. Cette belle journée, riche en découvertes et en rencontres, s'achève sur la grande plage de Sour, où s'organisent tous les soirs face à la mer les incontournables parties de foot en compagnie des derniers rayons du soleil. La fin du match sera sifflée pour tout le monde au même moment, à l'appel du muezzin. Depuis mon arrivée sur ces côtes, je suis intrigué par les boutres en bois. Et ce chantier naval que j'aperçois du haut de mon belvédère devrait m'en apprendre davantage sur leur fabrication. Je travaille dans cette fabrique depuis 25 ans. Et mon père y travaillait déjà avant. C'est une affaire qu'on se transmet de père en fils. Moi j'ai tout appris à ses côtés. J'étais encore un enfant et il me montrait comment tenir les outils, le nom des différentes parties du bateau, comment on fabrique l'avant et comment on choisit les planches. Il m'a tout appris, petit à petit. Il y a eu jusqu'à 8 usines à cet endroit, mais depuis 15 ans, elles ont toutes fermé les unes après les autres, et la plupart du temps parce que les enfants n'ont pas repris l'affaire de leurs parents. Moi, j'ai décidé de prendre la relève de mon père. L'histoire des boutres remonte à très longtemps. Mon père me disait qu'à son époque, et même à celle de son père et de son grand-père, la région de Sour était réputée dans la fabrication des bateaux. Il m'a raconté qu'à l'âge de 13 ans, il est parti au Koweït pour apprendre le métier.
Le bois généralement utilisé pour fabriquer les bateaux provient de Malaisie, d'Afrique du Sud ou du Myanmar. Par contre, on utilise un autre type de bois pour le squelette, et celui-là provient d'Oman, dans la région d'Al-Batina. Il faut 5 grands camions de bois et il faut compter 8 à 9 mois pour terminer un boutre. 20 à 40 ouvriers travaillent sur un bateau comme celui-ci. Les ouvriers sont tous des Indiens maintenant, car les Omanais ne viennent pas travailler. Ils disent qu'ils sont malades. En réalité, ils préfèrent rester au frais que de venir travailler sur le chantier. Ils ne veulent pas se fatiguer. La popularité des boutres traditionnelles est telle qu'un atelier de modèles réduits a été créé dans un coin du chantier, afin de répondre à la demande des visiteurs étrangers et omanais de repartir avec un souvenir de cette fierté nationale. Croyez-moi, je suis content de mon travail. J'aime ce métier, il coule dans mon sang. Quand je pars en voyage, le chantier me manque et j'ai hâte de rentrer pour retrouver mon travail. Pour vous dire, mon père n'a jamais fait de plan, il n'a jamais eu d'ordinateur. Le bateau, il l'avait dans sa tête. Ce métier, c'est comme un mystère dans la famille. Il coule dans notre sang et on ne veut pas le lâcher. C'est probablement la navigation de plaisance en quête d'authenticité qui sauvera le savoir-faire encore présent dans ce dernier chantier naval de Sour. Car la majorité des boutres de pêcheurs sont désormais en fibre de verre et importées de Dubaï. Les techniques traditionnelles de fabrication sont transmises oralement entre générations, rendant ce type d'héritage particulièrement fragile. Pour autant, rien n'est perdu, car la valeur de l'oral sur l'écrit n'est pas négligeable dans ces régions du monde. Avec le Coran, qui signifie récitation, l'oral prend dès lors une toute autre dimension. Désireux d'unifier toute l'Arabie, Mahomet apporta en 629 la religion musulmane sur le territoire omanais. Fiers d'avoir été islamisés du vivant du prophète, les imams enseignent les versets du Coran avec passion et ferveur aux enfants du quartier. Le Coran, c'est la base de l'islam. Chaque musulman doit apprendre le Coran pour connaître la religion et pour pratiquer les prières. Ça lui sert tout au long de sa vie, mais aussi pour l'au-delà. Un verset du Coran dit « La vie n'est qu'une jouissance éphémère. La vie de l'homme est courte, 60 ou 70 ans, après on meurt. La vie représente peu comparée à l'infini de l'au-delà. On doit apprendre le Coran car il nous guide dans cette vie. Mais il sera d'un grand secours dans l'au-delà.
العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر التحيات لله والصلوات والطيبات شيخ في مثال حياة Il y a à ce sujet une métaphore qui explique bien cela. Si un homme plonge son doigt dans la mer et le ressort, il voit une goutte d'eau se former au bout de son doigt. Cette goutte d'eau, c'est la vie. Et le reste, la mer, représente l'au-delà. Mon regard et mes aspirations quittent le sable et les pierres pour se tourner vers l'écume et la mer. Demain, si le ciel est avec moi, je partirai sur un boutre. Demain, je prendrai la mer comme le fit en son temps le grand navigateur omanais Ahmad ibn Majid, qui inspira le non moins célèbre personnage des Mille et une nuits, l'homme aux 7 voyages fantastiques, Sinbad le marin. Demain, j'ai rendez-vous avec un équipage qui m'emmènera pêcher au large, dans le golfe d'Oman. Généralement, on part à 5 heures de l'après-midi et on revient le lendemain matin vers 7 ou 8 heures, parfois plus tôt. Ça dépend si on est parti très au large ou pas. Moi, j'ai commencé avec mon père quand j'avais 10 ans. Et vous voyez, j'y suis toujours. Quand un bateau s'éloigne, le rêve s'installe. Et c'est une aventure qui commence. Ces hommes prenant la mer s'inscrivent dans une continuité. Celle des grands navigateurs, certes, mais surtout des générations de modestes pêcheurs, ouvriers des mers, partant sans relâche relever les filets. En croisant sur notre chemin cette frêle embarcation, notre boutre s'arrête quelques instants et prend le temps de la saluer comme le veut la tradition.
fonction de l'état de la mer, arriver jusqu'à l'endroit de la pêche peut prendre parfois des heures, et l'équipage s'occupe comme il peut entre tangage et roulis. Une prière en pleine mer doit avoir une grande valeur pour arrêter le bateau dans sa course. Du moins, c'est ce que j'aime à penser, en voyant ce capitaine s'incliner en direction de la Mecque. L'équipage est parfois omanais, mais la plupart du temps, ce sont des Indiens. Les Omanais préfèrent des emplois dans la fonction publique ou dans le privé, ou alors ils sont propriétaires d'un bateau. Mais je remercie le gouvernement de nous avoir apporté cette main-d'œuvre étrangère. Sur un gros bateau comme celui-ci, je ne peux pas me passer de mon équipage, de 7 à 8 personnes. Avant de lancer les filets, il faut toujours sonder sous la cale, pour voir si le poisson mord à l'hameçon. Sans quoi, on va voir plus loin, et on patiente en reprisant les filets. J'avais entendu parler des fameux chants de pêcheurs omanais, et je me faisais toute une mythologie à leur sujet. Je lui demande alors si parfois il chante lui aussi en travaillant. Les chants servent à donner du courage et du rythme. En chantant, on travaille plus vite. Quand on se tait, on sent plus vite la fatigue arriver. On chante pour se donner du courage. Je ne sais pas pourquoi je chante en fait. J'ai entendu mon père chanter, alors je fais comme lui. Oui, c'est un métier difficile. Il y a les tempêtes, le vent, les vagues et la fatigue. Puis ensuite, une fois rentré, il faut aller vendre le poisson, puis préparer à nouveau le bateau et réparer les filets. Oui, c'est difficile. Surtout les filets. La pêche ne sera pas miraculeuse aujourd'hui. Le poisson est un don jamais acquis pour les artisans de la mer. Je les abandonne à leur tâche. Et je suis déjà loin. Du sable du désert à la crête des vagues, en passant par les étoiles qui les guident depuis toujours, les Omanais, bédouins ou pêcheurs, vivent leur pays avec passion et humilité. Souhaitant faire de ce sultanat un exemple pour toute la péninsule arabique, ils élaborent un mélange réfléchi entre modernité et respect de leur identité. Le voyageur de passage aura du mal à embrasser toute la profondeur culturelle de ce peuple en une seule visite. Car comme la mer, fascinante et mystérieuse, les Omanais se laissent approcher sans totalement se livrer. Le monde n'attend pas, et je suis pressé d'aller à sa rencontre.